Liberté, liberté, qu'as-tu fait, liberté, pour ceux-là qui voulaient te défendre? Les voilà tes amis, ils étaient trop petits, et demain le bourreau va les pendre. Ils aimaient bien leurs enfants, ils aimaient bien leurs parents. Que sont en réalité nos soi-disant libertés? Je vais faire dresser les cheveux à tous les collègues, en particulier à mes collègues amis. Je dénonce la fausse liberté pédagogique. Bernard, comment peux-tu dire cela? Toi qui as pu faire l'impensable dans ton école. Non seulement l'attachement à la liberté pédagogique est unanime dans le monde enseignant, mais en plus elle a été acceptée par tous les gouvernements de gauche ou de droite, et elle a même été gravée dans le marbre par un des ministres les plus réactionnaires. C'est devenu nos problèmes. Il faut d'abord bien saisir pourquoi cette apparente liberté, proscrite chez les fonctionnaires, est si facilement accordée par n'importe quel ministère de l'Éducation. Toujours dans la logique actuelle du système éducatif, les ministères déterminent le résultat final à obtenir. Le bac est tant de pourcentage de réussite. Et les résultats partiels dans chaque maillon censé devoir aboutir au résultat final. Ces résultats sont très précisément définis, répartis et chiffrés. Mais personne n'est capable de donner aux OS de la chaîne scolaire la marche à suivre pour les atteindre. Quand un ministère s'y risque, comme dernièrement avec les méthodes de lecture, il se garde bien d'en faire un ordre précis et explicite, sachant qu'alors il prend le risque d'avoir à en assumer l'échec. Il se contente de l'injonction qu'il fait relayer par ses courroies de transmission, la hiérarchie. Et la fameuse liberté pédagogique consiste à dire, sans le dire, voilà les résultats que vous devez exactement obtenir. Débrouillez-vous comme vous voulez pour aboutir, et ce, au terme que je vous ai fixé et que je vérifierai par des évaluations. On pourrait penser que ce que doivent faire les enseignants dans l'école, autrement dit sa finalité, soit fixé par celles et ceux qui vont lui confier leurs enfants. Pardon, je dois dire par celles et ceux obligés d'y mettre leurs enfants. Et l'idée ne vient à personne. Admettons que ce soit l'État qui fixe la commande, ce qui n'est qu'un postulat jamais remis en cause. Normalement, toute commande qui n'est pas accompagnée des modalités d'exécution devrait donner lieu à l'établissement d'un cahier des charges entre le commanditaire, l'État, et la profession chargée de la réaliser. Ce qui suppose discussion sur sa faisabilité, les moyens et les conditions nécessaires avant acceptation de la mission. Or, les enseignants ne constituent pas une profession. Ils l'auraient d'ailleurs fortement rappelé. Vous êtes des fonctionnaires, vous devez obéir. Et ceci même s'ils considèrent qu'ainsi, ils ne pourront pas aboutir à la demande. Réglementé, rien de neuf ne paraît possible. Il y a beaucoup trop de lois pour vivre en toute légalité, comme il y a beaucoup trop de voix pour entendre la vérité. On est fait pour écouter, fait pour obéir, ou détourner la marche à suivre. À noter que l'État fixe des résultats à obtenir et non pas des finalités à atteindre. Il faudra bien que le problème des finalités du système éducatif soit enfin abordé un jour par les premiers intéressés. Cette soi-disant liberté pédagogique est d'autant plus relative et factice qu'elle est de plus en plus fortement encadrée par des interdits, des demandes d'autorisation,
des impositions d'horaires, des évaluations qui imposent de facto des pratiques. Et elle est toujours soumise à l'appréciation et à la pression d'une hiérarchie qui varie suivant les opinions, les interprétations des textes par la dite hiérarchie. Elle est également illogique et provocatrice de bien de problèmes, puisqu'elle est attribuée à chaque enseignant individuellement. On connaît les difficultés auxquelles doit faire face un enseignant qui utilise sa liberté pour pratiquer une pédagogie différente, active, moderne, freinée, lorsque tous ses collègues sont par exemple traditionnels, l'inverse pouvant être vrai. Les conflits et les incompréhensions que cela provoque, l'impossibilité de constituer des équipes pédagogiques que par ailleurs on prône. Et enfin, elle est profondément antidémocratique. Si l'enseignant peut choisir la façon dont il va opérer avec les enfants, les parents de ces enfants, qui sont aussi des citoyens, eux n'ont ni le choix ni la possibilité d'appréciation. On sait qu'aucune méthode n'est neutre et ne résulte pas seulement en des apprentissages catalogués. Ce d'autant que les enseignants n'ont pas à rendre compte de leur action à ceux pour qui ils agissent, enfants, adolescents et leurs responsables, les parents. Ils n'ont que des résultats chiffrés à produire à leur employeur. Bien sûr, s'ils obtiennent l'assentiment des parents, cela facilite l'usage de leur liberté. Mais pourquoi les parents devraient-ils croire un enseignant quand l'enseignant voisin pratique et affirme tout aussi péremptoirement le contraire? Si la liberté pédagogique aboutit à ce que tout le monde fasse à peu près la même chose, au moins dans le même établissement, tout va presque bien. Si elle introduit une réelle différence dans le système, alors tout le système est troublé, a du mal à fonctionner. La différence induit des conflits, des luttes, des doutes. Le doute étant la pire des choses pour tout ce qui est institué. Faites confiance au marché et ne vous posez pas de questions s'ils n'ont rien à voir avec le marché de Brive-la-Gaillarde. Alors, derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudents s'évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent, comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. Alors une fois encore, le problème est mal posé, ou il faut le situer dans un contexte. Alors posons le problème différemment, comme il a été fait dans les quelques écoles que j'ai appelées écoles du troisième type. Le premier rôle et la première compétence d'un professionnel de l'éducation ou d'une équipe de professionnels, c'est de pouvoir cerner la problématique dans laquelle ils vont devoir atteindre à leur façon des objectifs. Mais ces objectifs ne sont pas les leurs. Ils devraient être ceux pour qui ils opèrent, à savoir les familles. Quant aux enfants, les premiers directement concernés, on ne leur pose jamais officiellement la question. Pourquoi aimerais-tu aller à l'école? Lorsqu'on s'amuse à le faire, en dehors de la réponse prudemment stéréotypée « pour apprendre », le plus souvent c'est « pour retrouver mes copines et copains ». Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Le problème de la problématique, c'était qu'attentes et aspirations n'étaient pas les mêmes pour chacun. Nous avions alors simplifié à l'extrême ces objectifs, de telle façon qu'ils puissent être acceptables par tous. Tout bêtement, que tous les enfants apprennent à lire, écrire, compter. Décliné pour nos classes uniques en que tous les enfants suivent ensuite dans la suite du système éducatif.
même si ce système éducatif est absurde et nocif. C'est encore l'attente et l'angoisse légitime de tous les parents. Nous ajoutions simplement en y étant construit le plus solidement possible pour ne pas y être détruit. Contrairement à l'attitude de tous les militants que nous étions par ailleurs, nous réduisions notre rôle à celui de professionnel. Par exemple, l'épanouissement des enfants n'était pas notre objectif premier, s'il pouvait par contre être l'attente de certains parents. Mais, comme professionnels, nous savions qu'il était nécessaire pour que s'enclenchent solidement les processus d'apprentissage. Un simple élément de la problématique de la cognition que l'on connaît aujourd'hui. D'autre part, les apprentissages ne s'enclenchent pas sous la contrainte. Dans ce cas, c'est du dressage. Cela implique donc la liberté des enfants. Comment rendre celle-ci possible ? Bon, je l'ai abordé dans beaucoup de podcasts et de textes. Cela a été pour moi le plus intéressant dans notre métier. Du coup, nous pouvions répondre aux attentes des uns et des autres. La construction de la citoyenneté, la socialisation, qui devrait être une finalité affirmée de tout système éducatif, au lieu d'être un objectif séparé de l'objectif principal, était une conséquence des approches différentes pour que tous les enfants construisent au plus loin tous les langages nécessaires à leur insertion et à leur participation à la société. La socialisation est incluse dans la façon dont on peut, par exemple, apprendre à écrire-lire, dans les raisons que l'on a d'apprendre à écrire-lire, dans l'utilisation que l'on peut faire de l'écrire-lire, dans l'immédiat et dans le groupe social où l'on vit. Les paramètres de cette problématique de l'exercice de la liberté, lorsqu'elle impacte celle des autres, sont nombreux, certains étant généraux, d'autres particuliers aux contextes locaux. L'environnement, les locaux disponibles, le social historique de l'école et les représentations de chacun ou les habitus qu'il a créés, les caractéristiques de l'effectif d'enfants, l'ensemble des parents et leurs attentes, la municipalité, le contexte social, etc. Dans ces paramètres généraux, il y a les contraintes imposées par l'État. Mais nous étions dans un contexte particulier. D'une part, l'obligation de la carte scolaire était quelque peu ignorée en milieu rural et l'administration ou les municipalités fermaient les yeux lorsque des familles scolarisaient leurs enfants dans les écoles du chef-lieu. Si bien que les parents avaient la liberté du choix de laisser ou d'inscrire leurs enfants dans nos classes uniques très particulières, en toute connaissance. D'autre part, l'inspection nous fichait quelque peu la paix, vu que nous étions a priori condamnés à disparaître. Bien sûr, il ne nous fallait pas être innocents. Il nous fallait quelque peu tricher avec l'administration. Plus que la désobéissance civile, j'ai appelé cela la tricherie civile. Les enfants savent très bien le faire. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faite, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Nous exercions notre liberté pédagogique en tant que professionnels devant résoudre une problématique et non en tant que militants pédagogiques que nous étions quand même par ailleurs. Si bien que nous pouvions proposer une stratégie et la soumettre à discussion jusqu'à obtention d'un consensus. Pas un compromis, mais un consensus. Ce dernier, qui semble impossible à atteindre dans notre société, n'est possible que si chacun est reconnu, est totalement libre de s'exprimer. Toute discussion devant aboutir à un accord implique que chacun ait la liberté de s'exprimer, de constater, selon son point de vue, de contester, de critiquer, jusqu'à ce qu'on arrive à un consensus. La liberté, c'est aussi et peut-être avant tout un pouvoir, mais celui-ci
il ne faut pas attendre qu'on nous le donne. Il faut le prendre. Bon, voilà, résumé comment nous arrivions, in fine, à concilier notre liberté professionnelle avec la liberté de tous, des familles, mais aussi évidemment des enfants. Mais celle-ci, je n'ai cessé d'en parler. Je conçois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile que de bon temps. Les pouvoirs que la liberté dérange ont multiplié les lois, les mesures de répression qui l'empêchent. Et puis, je me demande si finalement, elle ne fait pas peur, même à ceux qui, de facto, n'en ont plus beaucoup. Dans ce qu'est devenu notre République, comme dans la plupart des démocraties, il faudra tristement l'effacer de son fronton, comme ceux d'égalité et de fraternité. Mais ont-ils vraiment été effectifs, ces beaux mots ?